Bonjour Maria Medjidi. Bonjour, Quelle date sommes-nous aujourd'hui? nous sommes le 8 avril 2020. Que ressentez-vous aujourd'hui? J'ai ressenti beaucoup d'ennui. C'est une journée où je me suis un peu ennuyée. Ça ne m'était pas arrivé depuis 2 semaines. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que on traverse voilà, des moments parfois d'exaltation, parfois de colère, parfois de franche camaraderie avec les amis que je peux avoir voilà, sur Skype ou au téléphone. Et aujourd'hui, ça a été une traversée de l'ennui. Donc, je me suis levée, je me suis un petit peu promenée assez tôt le matin afin d'éviter de croiser du monde. Et je sais pas, il y avait une sorte de désenchantement. Je me sentais un peu désœuvrée aujourd'hui parce que l'avenir est inquiétant. Voilà, pour moi, l'avenir est inquiétant. Dans Marx et la poupée, vous avez parlé de l'exil et de l'aliénation. Est-ce que vous diriez qu'on vit une forme d'exil pour le moment? Alors, l'exil, moi, je le définis avant toute chose comme un déplacement, justement. C'est-à-dire une fuite, un mouvement en avant pour je dirais, se protéger, pour trouver un refuge. Là, pour moi, si on doit parler d'exil, c'est un exil, comment vous dire, immobile. On est vraiment dans l'expérience de l'immobilité. Et il faut aussi appeler les choses par leur nom. Nous ne sommes plus autorisés à nous déplacer. Donc, on est aussi dans une interdiction du déplacement. Donc, moi, je verrais plus ça comme, oui, une forme de je sais pas, d'assignation à résidence contrôlée, surveillée, vous voyez. Et donc, forcément, c'est anxiogène. Et ça vous ramène à un exil intérieur? Non, je pense pas. Moi, ça m'amène surtout à une forme de révolte, hein, d'abord intérieure, parce que pour l'instant, je ne peux pas exprimer ma révolte. Évidemment, on est tous complètement. Le lien est coupé, hein, c'est-à-dire que le lien entre les uns et les autres est totalement coupé. Donc, il ne peut pas y avoir pour l'instant de mobilisation, je dirais. Mais oui, une révolte intérieure davantage qu'un exil. Après, euh, le terme d'exil est intéressant pour moi aussi parce que je ne reconnais plus la France. Donc, j'ai l'impression d'un coup de découvrir un pays avec ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est un pays que je ne reconnais plus. Un pays qui était au départ censé, et qui l'a fait en plus, hein, m'a assuré une protection, un refuge, un asile politique. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être à nouveau dans une totale insécurité. Et ça, c'est très, très perturbant. Vous avez grandi, à Drancy. Est-ce que vous avez l'impression qu'on entend ces voix justement, les voix de la périphérie, les voix, qui ne sont pas forcément peut-être celles qu'on entend tous les jours? Alors non, moi justement, je trouve que cette expérience du confinement révèle toutes les inégalités sociales et a commencé notamment par le département de la Seine-Saint-Denis. Moi, ce que j'ai lu jusqu'à présent sur la Seine-Saint-Denis, ça a été quand même des choses qui m'ont mise extrêmement en colère, notamment le fait que les jeunes ne respectent pas le confinement, que ces gens sont moins disciplinés. J'ai lu un commentaire d'une personne sur un réseau social qui disait mais est-ce encore la France, ce département? Vous voyez, donc il y a tout un racisme extrêmement décomplexé qui se déverse un peu partout. Et moi, justement, ce que j'aimerais dire, c'est que quand même, il y a eu une hausse de 63% de décès en Seine-Saint-Denis due au coronavirus. Et on ne peut pas expliquer cette hausse par, si vous voulez, un, un manque de discipline de la part des habitants de ce département. Moi, je suis absolument contre. Cette hausse s'explique par le fait qu'il
il y a un grand pourcentage de personnes qui travaillent en Seine-Saint-Denis. Donc, ils prennent le RER B. Moi, j'ai vu des photos du RER B le matin et le soir. Ça, j'ai vraiment eu très peur. C'est-à-dire que il est blindé. C'est des wagons qui sont blindés puisque les gens sont obligés d'aller travailler. Donc, c'est quand même un département qui reste très actif. Ce sont quand même ces personnes-là qui maintiennent ce pays debout, qui arrivent voilà, à faire tourner les commerces de première nécessité, les livraisons, les aides-soignantes, les infirmières, enfin tout le personnel soignant aussi qui y travaille. Et donc, j'aimerais quand même qu'on montre ce département sous cet angle-là plutôt que sous son angle depuis d'ailleurs très longtemps, depuis toujours, j'ai envie de dire, de la délinquance et du non-respect des lois. Voilà. Justement, par rapport à ces inégalités, on observe qu'il y a, tous les jours dans les médias des journaux du confinement réalisés par les écrivains, par les intellectuels de ce pays. Or vous, il y a quelques jours, vous avez publié le journal du non-confinement. Pourquoi? Oui, j'ai eu. Alors, moi, j'ai lu, hein, effectivement, j'ai lu un certain nombre de journaux de confinement de la part des auteurs. Euh, je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans, du tout. Et d'ailleurs, je me suis très vite fait la réflexion que je n'écrirais absolument pas ce genre de choses parce que je n'ai pas envie de parler de mon quotidien. Mon quotidien, comme je l'ai dit en début d'interview, m'ennuie. J'ai pas grand-chose à dire. Je vois pas en quoi il serait plus intéressant que celui de ma voisine. Voilà. Donc ça, c'est clair, je ne voulais pas le faire. Par contre, ma mère m'a raconté, tout simplement, euh, une chose qui lui est arrivée et j'ai été tellement, tellement en colère que là, je me suis dit, il faut que je le raconte. Il faut que ça se sache. Voilà. Et comme vraiment un signe, si vous voulez, je l'ai écrit comme pour alerter, pour vraiment dire que, OK, on le sait et ça nous révolte qu'il y ait une pénurie de masques, de gel, de lits, de moyens matériels, de médicaments bientôt. Mais quand ma mère m'a raconté cette histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait une pénurie beaucoup plus grave. Et je crois que c'est la pire pénurie qui soit, c'est la pénurie de compassion et de solidarité. Et ce qui lui est arrivé ne parle que de ça, en fait. Parle de cette pénurie-là. Et pour moi, si nous perdons notre sens de la compassion et de la solidarité, là, on fonce vraiment dans un mur. Voilà. Votre mère, elle est, infirmière dans un EHPAD, on parlait là tout à l'heure des sans-voix. Il y a aussi ceux qu'on refuse de voir, il y a aussi les vieux, qui sont confinés, de façon inégale. Elle fait partie tous les jours de ces gens qui se rendent au travail, qui se rendent à leur chevet malgré tout. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous? Pour moi, elle incarne le courage, parce qu'elle n'a pas du tout peur, en fait, d'y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément étonnée. Et elle me l'a dit plusieurs fois en me disant, mais non, mais je fais juste mon travail, en fait, et je le fais depuis le début. Donc là, effectivement, on travaille avec des masques et puis des gants et une surblouse. C'est la seule différence. Mais pour elle est dans cette mission, voilà, en tant qu'infirmière, de soulager la douleur physique, mentale des personnes vraiment les plus vulnérables de cette société, à savoir les personnes âgées. Donc pour moi, avant toute chose, elle incarne le courage, elle incarne une constance, elle incarne une persévérance aussi, et puis surtout une compassion et une douceur incroyable dans la façon, dans sa manière de travailler et d'accompagner ces personnes. Évidemment, je suis extrêmement fière de ce qu'elle fait et du travail qu'elle accomplit, au même titre que je vous disais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont obligées de travailler en ce moment. Néanmoins, elle a été touchée, par un épisode qui a provoqué l'écriture, de ce texte, à savoir qu'elle est tombée
dans la rue tout simplement en faisant ses courses et que personne n'est venu la secourir. Qu'est-ce que ça nous dit d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit de cette société totalement terrifiée par le corona? Alors, c'est juste, moi j'ajouterais, personne n'est venu l'aider alors qu'il y avait du monde, hein, sur le trottoir. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui l'ont vu tomber, voyez, hein, qui l'ont vu tomber, qui auraient très bien pu se tenir à distance et lui demander si ça allait. Euh, mais ces personnes ont eu tellement peur qu'elles ont fui. Donc, c'est terrifiant, hein, je suis totalement d'accord avec vous, c'est terrifiant. Et puis, ce que ça dit surtout, c'est que euh, ce système, parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi nommer les choses, ce système politique, ce système économique, cette, ces gouvernements, hein, voilà, qui nous dirigent aujourd'hui, on fait de nous des monstres. Hein. On fait de nous, alors soit des êtres extrêmement angoissés et donc qui ont peur et qui ne peuvent plus raisonner, soit ils ont fait de nous des monstres. Voilà. Donc c'est-à-dire que dans les deux extrêmes, on a perdu notre humanité. Et ça, je trouve ça criminel. Est-ce dès lors aux écrivains d'être les témoins et de transmettre cette forme d'humanité ou de dignité qu'on pourrait avoir oubliée? Totalement. Pour moi, c'est vraiment notre travail, c'est notre mission que d'alerter justement nos lecteurs, nos lectrices sur ces dangers-là. Donc, il faut absolument dénoncer le manque de compassion, la société individualiste, l'égoïsme des uns et des autres. Il faut absolument alerter. Et si nous ne le faisons pas maintenant, sincèrement, je me demande à quoi nous servons. Je me demande déjà quand est-ce qu'on le fera, et puis je me demande à quoi nous servons. Euh, je n'ai absolument pas envie de raconter, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon petit quotidien. Euh, Afin de quoi? De consoler les uns et les autres. Moi, j'ai envie de consoler personne. Moi, j'ai juste envie de dire, il faut se mettre debout et il faut refuser ces injustices-là. Nous parlions tout à l'heure du 93. J'ai dit que le 93 était, voilà, avait une hausse de 63%, les médecins l'ont constaté, par rapport aux autres départements. Euh, Parce que les gens travaillent, parce que les gens donc se déplacent, mais surtout parce qu'en fait, les logements sont insalubres, les gens vivent à plusieurs dans des espaces étroits, restreints, et donc là aussi, on touche quand même à une pauvreté, on touche à des inégalités sociales qu'il faut combattre et qu'il faut dénoncer. Donc, moi, sans cette conscience politique, euh, je ne sais pas à quoi serviraient les livres, sincèrement. Là, c'est l'engagement de l'auteur, en fait, qui est vraiment appelé, en fait, qui est convoqué en ce moment. Donc, je n'ai pas envie de raconter des petits contes sympathiques, quoi, à mes lecteurs et mes lectrices. Ils méritent mieux que ça, quand même. Vous-même, vous êtes une femme engagée, puisqu'habituellement, bah, évidemment, vous ne vivez pas du tout confinée, mais vous enseignez tous les jours à des enfants mineurs non accompagnés qui sont recueillis par la Croix-Rouge. Eux aussi, ce sont des enfants qui ont traversé des épreuves incroyables. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ils m'ont appris la persévérance et le courage, vraiment. Euh, ce sont Moi, j'ai toujours été, et je continue hein, d'être surprise par leur force mentale. Bien que parfois, voilà, bon, effectivement, ils ont pu vivre des choses très dures, mais certains sont abîmés, euh, traumatisés, malades aussi, hein, avec des problèmes de santé, mais il y a quelque chose en eux qui est là et qui vraiment qui brille et qui est comme un espèce de feu qui ne s'éteint pas, c'est leur force mentale. Et, euh, et ça, moi, je suis très admirative. Et c'est le plus bel enseignement, en fait, que ces élèves euh, me transmettent. C'est vraiment ça. Cette émission s'appelle Sursis Story parce que nous vivons dans ce monde en sursis.
comment est-ce que vous imaginez l'après? Moi, je voudrais que l'après donne naissance à vraiment un vaste mouvement de mobilisation sociale pour, pour qu'on puisse réparer ces injustices-là. Et je pense notamment et en premier lieu à nos hôpitaux publics. J'espère sincèrement qu'on aura tiré une leçon de ce scandale sanitaire et qu'on aura tous compris à quel point notre santé est importante. Ça, c'est le premier point. Vraiment, que ce budget qui a été coupé dans tous les sens par les gouvernements successifs en France soit restitué aux hôpitaux publics. Et deuxièmement, et j'espère aussi que notre conscience écologique va grandir de plus en plus et qu'on va en arriver aussi à prendre des mesures très concrètes voilà, concernant cette thématique-là également, cette crise écologique également. Et évidemment, je voudrais que ceux d'en bas, comme on les appelle, les invisibles, ceux que le gouvernement actuel a beaucoup méprisés et continue de mépriser, je voudrais qu'on leur rende aussi cette justice et qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Voilà. Merci beaucoup, Maria Majidi. Merci à vous. Portez-vous bien. Au revoir. Et au revoir.